Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun, je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, j'échange avec Kevin Mercier, UX, UI designer. J'ai rencontré Kevin en 2017 à Ethic, on a fait un bachelor web marketing ensemble. Ensuite, on a monté quelques projets avec certains qui ont marché plus que d'autres. Si je lui ai proposé d'enregistrer ce podcast, c'est parce que lorsqu'il m'a parlé de son side project en 2018, je n'y connaissais absolument rien. J'ai découvert tout un univers avec un nouveau marché, des outils spécifiques, un marketing adapté, etc. En tant que créateur de projet, je suis toujours très curieux quand je découvre un écosystème que je ne connais pas. Par exemple, quand je rencontre de nouvelles personnes qui sont dans un secteur différent du mien, je pourrais passer des heures à les écouter, à leur poser des questions pour comprendre leur marché et leurs problématiques. Souvent, ça me permet d'alimenter ma réflexion sur d'autres projets ou carrément me donner des idées à développer sur ce même sujet. Bref, c'est pour cette raison que j'ai voulu partager cet échange avec Kevin en espérant qu'il puisse vous inspirer. Bonne écoute. Kevin, bonjour. Bonjour Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour passer dans ce podcast et parler un peu de ton parcours et de ton side project. Merci à toi de m'avoir invité. Nous, on se connaît déjà un peu parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. On a déjà monté des projets ensemble, fait des missions de freelance ensemble. Et j'ai voulu te proposer de participer à ce podcast parce que quand on a fait nos différents projets, en parallèle, tu avais aussi tes projets que tu continuais à monter sur le côté, entre guillemets. Et l'idée, c'est d'en discuter et d'en savoir plus sur ce que tu as pu faire en parallèle. Ouais. Avant de commencer, l'idée, ça serait un peu de te présenter pour qu'on apprenne un peu à te connaître. Dans un premier temps, vu que je te connais, Kevin, comment est-ce qu'on passe de stagiaire dans le domaine de l'immobilier à UX designer ? Ouais, c'était il y a longtemps quand même, l'immobilier. C'est vrai. Du coup, j'ai fait un. Alors ouais, au tout départ, je devais faire agent immobilier. Donc du coup, j'avais fait un bac pro vente pour être agent immobilier. Puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui est pas toi, mais avec qui du coup j'ai eu un premier projet entrepreneurial pendant que j'étais au lycée, qui était dans le domaine du web. Et c'est un projet qui a échoué, mais par contre, tout de suite, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était lié au produit et surtout tout ce qui touchait à l'expérience utilisateur, donc tout ce qui va être plutôt UX. Maintenant, je suis UI et UX designer freelance. Donc après le lycée, j'ai fait un BTS en développement web. Puis après, j'ai fait un bachelor de web marketing. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est à partir de là qu'on a commencé à faire des projets ensemble. Et depuis, je suis designer freelance en même temps que de faire certains autres petits projets, et dont certains avec toi. Voilà. Donc, après après ta scolarité, directement, tu te lances en freelance, tu fais tes missions d'UX designer. Et moi, j'ai souvenir qu'un des projets que tu as lancé, justement, tu as commencé à y réfléchir pendant ta scolarité, donc pendant qu'on se connaissait. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais. Alors du coup, c'était un projet un peu Du coup, un projet que j'ai toujours traité comme un projet secondaire, side project, qui était l'idée en gros, c'était que moi, je voulais faire des missions en tant que freelance pour aider des personnes sur tout ce qui va être expérience utilisateur. Et en gros, c'était au départ, le projet, c'était comment je peux essayer de me faire connaître un petit peu en tant que designer UI/UX. Et l'idée, c'était de faire du coup des interfaces à poster sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Donc c'était surtout avec Instagram, Dribbble et Behance. En fait, le seul truc, c'est que moi, je trouvais... En fait, ça, c'est un peu ce que tout le monde fait, de créer des concepts pour aller essayer de chercher des marques, etc. Et montrer ton savoir-faire tout en essayant d'aller prospecter des gens. Et en fait, moi, je trouvais ça un petit peu dommage
de pas capitaliser là-dessus. Enfin, en gros, tout ce travail-là que je faisais, donc c'était cool parce que ça me donnait de la visibilité, mais en fait, c'était du travail donc du coup qui était pas rémunéré, c'était que de la com. Et c'était, même si j'aimais beaucoup le faire, je trouvais ça un petit peu dommage de pas, enfin, qu'ils servent pas en fait ces interfaces. Et donc l'idée, c'était, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Donc ça, c'était au tout début de mon activité de freelance, à comment je peux faire pour que, pour capitaliser là-dessus. Et l'idée, c'était que tout ce que j'allais poster sur les réseaux sociaux, en fait, le rendre accessible en téléchargement gratuit au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle des freebies. Donc, en fait, à chaque fois, je faisais des interfaces web ou app que je rendais publiques, en fait, seulement en échange d'un email. Et en gros, donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à mettre des freebies en ligne. Et l'idée, c'était que, enfin, au fur et à mesure, ça a arrêté de devenir des freebies. L'idée, c'était de vendre des kits payants et de continuer à communiquer grâce à ça. Donc, moi, avant que tu m'en parles, c'est un domaine que je connaissais pas du tout, parce que je suis pas justement designer. Donc, tu m'as expliqué, donc c'est effectivement le fait de vendre des interfaces que tu as designées, par exemple sur Sketch ou Adobe XD. Ouais. Donc, c'est des outils qui te permettent de faire des maquettes, entre guillemets, et de les vendre. Et la question que je me suis posée dans un premier temps, c'est qui la cible de ce type de produit? En fait, alors la cible de ce type de produit, c'est plutôt, soit c'est des boîtes qui sont au démarrage, plutôt des startups qui vont être dans le démarrage. En gros, il faut se dire que les freebies que je faisais, c'était juste, par exemple, des interfaces comme ça pouvait être juste une page 404, l'idée d'une page 404, et en fait, tu peux la reprendre et après, un développeur peut l'intégrer. Ou ça peut être juste un modèle de landing. Enfin, c'était plein de modèles de pages différentes. Et en gros, l'idée des kits, par contre, eux, donc mes clients, souvent c'est plus des gens qui sont comme moi, en fait, des freelances en UI UX pour soit aller plus vite avec leurs clients, soit des jeunes entreprises plutôt start-up qui, en gros, imagine, je veux lancer une banque, comme j'ai eu un client il n'y a pas très très longtemps. En fait, il y a des kits d'interface, donc du coup des maquettes préfaites, de certains screens qui sont obligatoires quand tu veux commencer à modéliser une banque en produit, en app, quoi. Et donc l'idée, c'est de te dire, plutôt que d'avoir un designer qui fait tout de suite, donc ce qui reste toujours la meilleure chose à faire, hein. Mais si tu n'as pas forcément le budget pour avoir un designer au départ, c'est intéressant de prendre ce type de kit au moins pour commencer et sortir à MVP avec des screens qui sont propres et que tu peux personnaliser, un peu comme tu le souhaites. D'accord. Donc, tu as deux types de clients, entre guillemets. Tu as des designers qui veulent gagner du temps sur la réalisation de maquettes, Ouais. ou de développeurs aussi qui peuvent présenter ces maquettes-là en les modifiant un petit peu, mais en les présentant à leurs clients et leur dire, bon, bah voilà, vous m'avez demandé un site, voici la maquette, à quoi ça va ressembler. Et du coup, ils gagnent du temps là-dessus et ils vont passer directement à la partie développement. C'est ça. Et tu as aussi des entrepreneurs qui ont besoin de développer un site web, qui vont trouver des développeurs, mais qui vont leur demander une maquette. Et rien que déjà pour travailler sur le sujet, pour se imaginer leur application, ils vont acheter des UI kits. Par exemple, s'ils veulent monter une banque, un kit de banque où il va y avoir une page de gestion de compte, une page de virement, etc., qui vont présenter à des développeurs pour pouvoir gagner du temps. Ouais. C'est super utile Donc, pour tout ce qui va être prototype, en fait. Pour super. les prototypes, c'est le top. Ouais. Ok. Du coup, tu commences, tu fais des UI kits, tu les mets en téléchargement gratuit contre des emails pour commencer, c'est ça? Ouais, alors ça, c'était vraiment, en fait, c'était c'est pas vraiment des wikits, c'est juste des interfaces un petit peu éparpillées comme, enfin, Des extraits. des extraits. Voilà, en gros là, l'idée c'est plus, au départ quand je fais ça, l'idée c'est vraiment de communiquer et donc de comment montrer un peu mon savoir-faire. Donc l'idée c'était d'avoir plein de types d'interfaces différentes avec des styles différents que je voulais, enfin que je m'entraînais aussi en même temps. Donc Ouais. du coup, ça me permettait et de m'entraîner et de communiquer. Et en plus de récupérer des emails, donc j'avais aucune idée de ce que j'allais en faire après, mais j'aurais pu ne rien en faire d'ailleurs.
Et voilà. Donc potentiellement, ça peut te ramener des clients de Ouais, communiquer. On est UX designer, on va mettre en ligne des créations qu'on a faites. Des personnes vont les télécharger. Ça peut être aussi des personnes qui voudront un développeur pour le mettre en place cet UI kit ou tout simplement pour avoir d'autres UI kits, d'autres créas. On va faire appel à tes services. c'est ça. Est-ce que cet objectif, il a été atteint? Est-ce que ça t'a permis de consolider ta crédibilité en tant que UX designer? Est-ce que éventuellement ça t'a ramené des missions? Ouais, bah alors quand je commence ça, enfin j'ai commencé ça il y a à peu près 3 ans. Et ouais, oui, carrément, il y a eu, j'ai même eu des contacts pour des jobs, enfin, et j'ai eu des clients après en freelance liés à ça, quoi. Ok. Et du coup, l'étape d'après, je ne sais pas comment ça se construit dans ta tête, mais c'est de se dire qu'à un moment donné, ça en devienne un projet, un vrai projet un peu plus important, qui potentiellement va être monétisé. Comment est-ce que le déclic se fait? En fait, alors il faut savoir que ça, c'est quelque chose que il y a d'autres gens, enfin beaucoup de gens le font. Enfin, il y a beaucoup de designers à l'international qui le font. Il y en a en France, mais la plupart du temps, c'est plutôt américain ou dans les pays d'Asie. Enfin, même en Russie, il y en a beaucoup. Donc c'est international. Et en gros, la plupart des gens le font, en fait, quand ils font des interfaces, pratiquement tout le temps, c'est payant. En gros, il n'y a pas grand monde qui met des. Enfin, il y en a de plus en plus, mais il y a 3 ans, il y a 3, 4 ans, il y en avait moins qui mettaient du contenu gratuit. Donc, du coup, j'ai réussi à avoir beaucoup, beaucoup d'emails et à avoir beaucoup de gens qui téléchargeaient ce que je faisais. Et donc, c'est quand je voyais que tous les jours, parce qu'en fait, ça tombait en semaine, du coup, les projets que je les mettais sur une plateforme qui s'appelle Gumroad, qui te Ok. permet en fait, en échange d'un téléchargement, c'est très facile. En échange d'un téléchargement, en échange d'un email, tu peux télécharger une ressource. Donc là, moi, c'était des interfaces, mais ça aurait pu être des e-books, ou ça aurait pu être des illustrations, ou ça aurait pu être en fait tout type de projet, de support numérique, tout ce qui est lié au numérique. Et en fait, c'est quand je vois cette accumulation d'emails que je récupère. En fait, au départ, je regarde pas trop, et puis ça évolue doucement. Et puis au fur et à mesure, le temps passe, et puis de temps en temps, je vais regarder sur Gumroad quand même le nombre de téléchargements que j'ai, et puis je me rends compte que j'ai des dizaines, même certains jours, des centaines de mails par jour qui arrivent sur ma boîte mail. Et donc du coup, à un moment, je me dis, il va peut-être falloir capitaliser là-dessus, quoi. C'est un peu dommage de ne pas s'en servir. Donc, tu lances, tu vois qu'il y a une traction autour de ce que tu proposes Ouais. gratuitement. Il y a des gens qui l'achètent, enfin qui le téléchargent en échange d'un email. Et c'est là que tu prends conscience qu'il y a peut-être une opportunité, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, tu proposes une version payante plus complète? Ouais, alors au départ, en fait, du coup, je prends exemple un peu sur d'autres personnes qui, eux, sont passés au modèle d'après, donc de rémunérer ce type de ressources. Et du coup, je m'attaque tout de suite à un gros kit. Donc, je sais plus combien c'était, je sais plus, 70 ou 80 écrans. C'était un truc, vraiment un gros truc, quoi. Et surtout qu'à chaque fois, tout est customisable, donc ça demande encore plus enfin, techniquement, ça demande encore plus de travail que des interfaces pour un client qui, elle, va être unique. Là, il faut se dire que dans l'idée, faut qu'elle soit personnalisable, quoi. Donc, enfin, vraiment, je m'attaque à un gros truc qui me prend très très longtemps. Et, euh, et à la sortie, du coup, il marche beaucoup moins bien que ceux qui sont gratuits. Ok. Donc du coup, comment je suis un peu déçu. En fait, je crois que je le vendais 39 $. Donc j'en ai vendu quand même quelques-uns, mais j'en ai vendu beaucoup moins que ce que j'espérais. Ça, c'était la première Pour étape. avoir un ordre d'idée, tu t'attendais à combien et t'en as eu combien? Je sais plus quel objectif je m'étais fixé, mais j'étais même pas à la moitié de ce que je m'étais fixé, franchement. Ok. Vraiment, ouais, même bien en dessous de la moitié, il me semble. Du coup, ouais, bonne petite déception. Je sais plus, j'avais fait que quelques centaines d'euros, je crois, avec le kit.
Ok. Ce qui était quand même cool, mais du coup, qui était loin des objectifs que je m'étais fixé de base, Surtout quoi. si ça t'a pris Surtout que ça m'a énormément pris de du temps, temps. ouais. Hmm. Donc voilà, mais par contre, les freebies que j'avais à côté, eux, continuaient à monter, et du coup, je me suis dit, putain, mince, c'est dommage quand même, parce que ceux-là, enfin, je voyais qu'en gros, les freebies que j'avais fait, en plus, étaient plutôt tournés sur de l'app. Et en fait, Ok. parce que c'était, enfin, je visais plutôt des clients app à ce moment-là, et le kit que j'ai lancé, lui, était plutôt tourné sur du web. Ok. Et j'ai appris après que pour les ressources en UIKit, l'app fonctionne beaucoup mieux que le web. Donc j'avais fait pas mal d'erreurs. J'avais fait un très gros kit sur lequel j'avais passé beaucoup de temps et en plus qui était tourné sur du web. Donc du coup, l'accumulation fait que Ok. voilà quoi. Donc, tu perds beaucoup de temps à faire un produit, ça te rapporte pas forcément ce que tu veux. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu persistes? Quel changement tu fais? Non, en fait, je me suis dit à ce moment-là, bah comment, c'est pas très grave. Je vais juste retenter une fois. Et puis si ça marche pas et c'est pas grave, ça continuera à me faire de la visibilité. Et en fait, bah c'était l'idée de base, donc voilà. Et donc je réessaye une fois avec un autre kit qui lui était un kit plus petit que Ok. je vendais un peu moins cher, que je vendais $30, je crois. Et qui était une boutique, enfin qui était un kit de boutique au format application, enfin e-commerce, une app e-commerce quoi. Et là, j'ai beaucoup de téléchargements. Donc c'est plutôt, là, je suis plutôt satisfait. Alors je fais pas, l'objectif c'était pas de faire des milliers et des milliers d'euros, mais par contre ce kit-là, je vois qu'il me paye mon loyer pendant plusieurs mois d'affilée quoi. Et du coup, ça change un peu la donne sur le sujet e-shop. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, tu es freelance, tu as des missions qui tombent tous les mois. Ouais, Nous, on fait des choses ensemble, c'est-à-dire on fait des missions, on fait des projets. Donc, c'est vraiment quelque chose en parallèle de ton activité. Tu as un complément de revenu qui te paye ton loyer. ouais, c'est ça. Je travaille dessus un peu le soir et le samedi matin, quoi. Et l'idée, enfin, ça me rapporte plusieurs centaines d'euros par mois. Toujours sur Gumroad? Toujours sur Gumroad. Toujours sur Gumroad. En Ok. fait, si tu veux tout savoir sur comment je faisais, en gros, j'avais Dribble sur lequel je postais les freebies qui marchaient. Ok. Donc Dribble qui est un réseau social tout ce qui va être designer, illustrateur. C'est le Instagram Ouais, c'est ça. des, ok, des interfaces. C'est ça. Enfin, même si Instagram elle fonctionne bien aussi Ok. dans cet univers-là, Dribble est vraiment focalisé pas que sur les interfaces, ça peut être tout ce qui va être illustrateur, euh, motion designer, enfin, il y a un peu tout le monde peut se trouver là-bas, tout ce qui va être graphiste, enfin bref. Et donc du coup, je poste tout ce qui va être freebies là-dessus. Et les kits, les gros kits, eux, que je vends, donc les deux que j'avais fait à ce moment-là, je les mets sur Behance. Et en fait, c'est surtout Behance qui m'a beaucoup aidé. En fait, Behance, c'est marrant parce que c'est un réseau social qui est très, très sous-coté. En fait, parce qu'il est assez punitif. En fait, si ton travail n'est pas de qualité, ou si ton travail ne plaît pas, il ne sera pas mis en avant. En fait, Ok. ils ont un algorithme qui est vraiment bien pensé. D'ailleurs, pendant très longtemps, c'était un humain qui était. Enfin, c'était pas un algorithme, en fait, c'était un humain qui regardait. Apparemment, ils avaient des humains chez eux qui regardaient tous les contenus et qui disaient si oui ou non ils le mettaient en avant, etc. Et en fait, du coup, si tu es mis en avant, c'est que ton travail est de qualité. C'est pour ça que quand tu vas sur Behance, tu as l'impression que les gens font que des trucs complètement fou. Et en fait, c'est juste parce que ce qui est pas terrible, tu le vois pas. Et donc, du coup, enfin, j'avais eu la chance que mon deuxième projet avait été bien mis en avant et ça m'a rapporté beaucoup de visibilité. Et donc, je me suis retrouvé dans certaines newsletters, euh, enfin, sur certains sites, etc., où est-ce qu'il y avait ce genre de kit. Et donc, du coup, tous ces liens-là étaient redirigés vers Gumroad. Donc oui, donc tu utilises le trafic d'autres plateformes pour vendre tes UI kits. Mm.
Mais il y a aussi un autre système sur Gumroad, non, de donation. Ouais, alors ça c'était. Ah oui, ça aussi, ça m'a pas mal aidé. En fait, sur Gumroad, De... il y a. Alors, nous, les dons, en France, on n'en fait pas trop. En fait, Ouais, enfin, c'est vrai, il y a même les Buy Me a Coffee, ça n'a pas énormément marché, en fait, en France. Enfin, j'ai pas exact. l'impression que ça marche beaucoup. Et par contre, il y a des pays où, si tu regardes aux États-Unis, tu as l'impression que c'est monnaie courante, quoi. Enfin, tu as l'impression que ça se fait vachement facilement. Et donc, du coup, tous les freebies que je faisais, et on parle d'une trentaine de, il y avait une trentaine, ou peut-être plus de freebies à ce moment-là, qui étaient sur Gumroad, donc qui étaient gratuits sur Gumroad, me rapportaient de l'argent, en fait, aussi avec des dons de. Alors, c'était pas grand-chose, mais j'avais des dons qui montaient des fois à 10 dollars ou 15 dollars. Et en fait, du coup, je me rappelle même de quelqu'un qui m'avait fait un don sur les démos des kits que je faisais, qui valait 15 dollars. Et après, il a acheté la démo, du coup, il a payé. Enfin, et après, il a acheté le kit, du coup, il a payé le kit beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dû. Ok. Mais tout ça parce qu'en fait, il y a cette culture du don et tout ça sur Gumroad qui fonctionne assez bien. Donc ça aussi, ça se complétait en plus des revenus des kits que j'avais. En France, on a beaucoup de YouTubeurs qui ont utilisé des plateformes comme Tipeee ou Buy Me a Coffee, Ouais, où voilà, on peut faire un don, soit un don ponctuel, c'est-à-dire 1, 2 euros, etc., et ou soit des abonnements, genre par exemple 2 euros par mois, etc. ouais, Mais c'est vrai que pour avoir regardé des commentaires sous les vidéos ou autres, c'est quelque chose qui est assez mal vu en France. Et j'ai l'impression que aux États-Unis, enfin dans d'autres pays d'ailleurs, et avec aussi cette culture aussi dans le software, dans le développement de logiciels, où il y a beaucoup de personnes qui développent des logiciels de manière gratuite, de manière open source, et avec un système de dons. Bon, si ce logiciel t'a plu, si cet outil te plaît, n'hésite pas à laisser une petite participation. Et c'est vrai que ça marche. J'ai l'impression que ça marche mieux. Je ne sais pas si toi, par exemple, comme tu sais qui laisse des dons, est-ce que tu as ressenti une communauté française ouais. dans tes Non, dons? franchement, en fait, ce qui est intéressant sur Gumroad, c'est que tu as du coup la map du monde, quoi, avec là où tu reçois de l'argent ou pas. Et en fait, les dons, je crois que j'ai pas eu de dons français. Enfin, Ok, par donc contre, j'ai beaucoup de dons. Franchement, les plus gros dons, je crois que venaient des États-Unis. Et sinon, il y a des petits dons qui venaient. Après, c'était plutôt pays d'Asie et aussi, mais après, c'était aussi là que se trouvaient plutôt mes clients de manière générale. Mais ouais, non, franchement, en France, c'est vrai que après, comment si, par contre, sur Twitch, enfin tout ce ouais. qui va être lié au gaming, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu plus le don, ça vient plus. Mais en tout cas, pour les développeurs, pour tout ce qui va être designer et tout ça, si c'est gratuit, c'est gratuit et on ne laisse pas forcément de dons. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai un peu cette impression aussi. Mais... J'ai l'impression aussi. Sur Twitch, ça s'appelle des subs, non? C'est ça? Non, en fait, Ou il y je... a un système de sub et tu peux avoir des systèmes de dons en plus. Ah, Sub, ok. c'est juste tu t'abonnes, mais en fait, Ok. c'est comme un système de dons, c'est juste que tu peux avoir certaines fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Enfin, bon, voilà. Et d'ailleurs, YouTube a lancé son propre abonnement pour les créateurs. On peut s'abonner à un créateur en échange de 5 dollars par mois pour recevoir du contenu exclusif. Donc c'est toujours dans cette dynamique-là. Mais voilà, c'est un service, je crois que c'est arrivé en France, mais ça a été lancé en premier aux États-Unis parce que effectivement le marché est là. Il y a cette culture du don et en fait les YouTubeurs renvoyaient vers d'autres plateformes pour faire des dons. Donc Ouais. YouTube a intégré son propre service. Du coup, là sur ton projet, on en est sur la création d'un pack pour des applications et qui te rapporte plus que ce que t'as apporté ton premier projet. Ouais, là, on est sur. À ce moment-là, ça me rapporte à peu près 400 euros par mois. Et Ok. avec enfin, entre 3 et 400 euros par mois. Pas plutôt proche des 400. Et donc, du coup, c'est plutôt sympa. Je me dis que je vais en faire d'autres. Ouais. Et en fait, j'en fais pas d'autres. J'en fais Ok. pas d'autres parce que du coup, je suis un peu pris par d'autres trucs et je suis moins actif sur mes réseaux sociaux, enfin sur ces réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'en poste pas d'autres. Et,
Et je vois, de temps en temps, je vais juste regarder. En fait, tous les mois, j'ai mon petit virement qui se fait sur mon PayPal. Et bon, bah, forcément, le temps passe, donc du coup, les montants sont de moins en moins élevés. Mais, et donc, du coup, bah, je me dis, bah, c'est un peu dommage, je le fais pas. Et il y a que très peu de temps, parce que ça, c'était, il y a, donc du coup, ça a duré 1 an à peu près. Enfin, et du coup, il y a que seulement quelques mois là où je me suis dit, bah, il faudrait que je reprenne. Donc, ça te fait de l'argent, ça diminue, mais Oui, là, je par gagne plus rapport à... grand-chose maintenant Ouais, sur mais ce kit-là. c'est... Qu'est-ce qui fait que tu abandonnes? Est-ce que c'est parce que, bon, j'imagine que tu es pris, Ouais. mais en termes de monétisation, est-ce que tu te dis ça vaut pas le coup ou est-ce que tu as des contraintes? En fait, bah, enfin, c'est normal. Du coup, mon activité de freelance fonctionne un petit peu mieux. Puis en plus, j'ai d'autres projets sur le côté. Et donc, du coup, je me dis, bah, faut faire des choix. Et ce projet-là, en fait, je me disais, bah, en fait, au départ, je le faisais surtout aussi parce que bah, moi, enfin, je prends plaisir aussi à le faire. Et c'est assez sympa de sortir un produit. En fait, c'est la différence d'un service, c'est que tu sors un projet et après, un produit, et une fois qu'il est fait, tu t'en occupes plus, ou alors tu fais une mise à jour s'il y a besoin, ou si on te dit qu'il y a des mises à jour à faire. Mais en gros, tu n'as plus besoin de le faire, il tourne, et puis les ventes se font, et voilà. Et en C'est gros, c'est- c'est la grosse différence du SaaS, comme tu le disais, du Software as a ouais, Service, où il y a beaucoup de personnes qui font des side projects, des développeurs notamment, qui vont développer un outil et qui vont le mettre à disposition pour que les gens payent des abonnements. Sauf que, bah, par exemple, à différence de ton side project, tu peux pas l'abandonner, entre bah, guillemets. c'est ça. Parce que tu as des personnes qui payent tous les mois, parce que tu vas avoir des bugs qui vont apparaître, des mises à jour de techno à faire. Et du coup, bah, c'est plus contraignant que par rapport à un UI-Kit. À la limite, un UI-Kit, s'il est plus d'actualité, bah, les gens ne l'achètent pas, quoi. Ouais, après, après comment les gains que tu peux avoir avec un SaaS, si tu y passes du temps et tout, sont pas du tout les mêmes que ceux avec un Wikit. Un Wikit reste, C'est sûr. a pas vocation à te faire gagner énormément d'argent. C'est juste vocation à te faire gagner quelques centaines d'euros par mois. Et après, bah, si tu en fais d'autres, potentiellement, tu peux augmenter. Et donc, du coup, bah, vu que je me dis, bah, cela tourne, le seul truc, du coup, c'est que une fois que ton produit est fait, tu peux considérer qu'il est fait et tu n'as pas forcément besoin de repasser du temps dessus. Par contre, au moment de la sortie d'un de tes produits, il faut que parce que enfin, c'est quand même toi qui l'as fait, et donc du coup, potentiellement, tes clients peuvent les prendre aussi. Enfin, tes clients en tant que freelance peuvent au moins télécharger des démos et voir à quoi ça ressemble et tout ça. Donc, il faut quand même que ton travail soit nickel, surtout que les gens payent pour. Donc, du coup, ça demande bah, ça demande de la qualité, ça demande du temps à faire. Et bah, j'ai pas forcément le temps et ni l'envie de m'y remettre à ce moment-là. Donc, je me dis, bon, bah, ceux-là sont faits, c'est fait. Et, euh, et voilà, je m'y consacre pas plus. Et donc, du coup, il y a quelques mois, je suis retourné sur Gumroad pour voir un petit peu, parce que du coup, j'ai désactivé les emails, enfin, parce que sinon, j'avais beaucoup, enfin, j'en avais beaucoup à l'époque. Et donc, du coup, j'ai été voir et bah là, j'approche des 10 000 emails collectés avec les freebies et les kits. Et je me disais que bah, c'était un petit peu dommage, surtout qu'il y en a beaucoup qui se font encore tous les jours. Du coup, je me disais que c'était un petit peu dommage de pas bah, s'en servir, quoi. Et donc, j'ai repris. Ok. Voilà, il y a peu de temps. Donc, du coup, là, j'ai 2 nouveaux kits qui vont. Alors, ils sont pas sortis, en fait, mais ils vont sortir très prochainement. Et donc, voilà où j'en suis. Peut-être qu'ils seront d'ailleurs sortis au moment de la sortie de ce podcast. Ouais. Euh, et du coup, effectivement, donc la différence avec la période où tu te dis que tu arrêtes, euh, tu te dis qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tu te dis, bon, bah, je vais m'y consacrer du temps? Est-ce que tu te fixes un nombre d'heures ou de jours par semaine? Non, en fait, je sais que depuis, je suis plus tout seul en tant que freelance. Donc, je travaille avec bah, du coup ma sœur qui est elle aussi freelance dans les mêmes métiers que ce que je fais. Et du coup, on s'est dit que c'était sympa de relancer un peu en termes de communication, parce que pour maintenant, je communique. Et donc, du coup, enfin, la base du projet reste la même, c'est-à-dire que c'est toujours quelque chose sur lequel on peut communiquer et faire
et faire des réalisations qu'on n'aurait pas pu faire forcément avec des clients tout de suite. Et donc l'idée, c'était de relancer la machine comme ça. D'accord. Donc, en fait, tu montes une agence avec Cassandre, qui est Ouais, ta sœur, euh, et finalement, on retrouve un peu la même motivation que tu au avais eu au début. début, qui était de se faire connaître en tant que freelance, et maintenant, tu continues, tu as repris, sauf que maintenant, c'est pour faire connaître ton agence, Ouais, qui est toujours dans le domaine de l'UX et l'UI. ouais, c'est ça. Et du coup, l'idée, en fait, c'est toujours de se dire que, en fait, l'idée de base, c'est que la communication prend du temps. Et donc, du coup, c'est dommage de pas capitaliser dessus, quoi. Voilà, c'est toujours le même principe. Et donc, du coup, ce sera un side project qui sera pas marqué à mon nom cette fois, mais qui sera marqué au nom du studio que j'ai avec ma sœur. Et Voilà, qui s'appelle. Studio 626. Ok. Donc, c'est quoi la suite pour ce projet-là? Et donc, du coup, chose qu'on n'avait pas avant, parce que du coup, j'avais pas de site web. En fait, tout se passait avec Gumroad et avec des liens externes. Là, maintenant, il va y avoir un site prévu. Il va y avoir un planning, enfin, une programmation, du coup, qu'est-ce qui sort à tel moment, etc. Et donc, du coup, cette fois-ci, je vais essayer d'y passer un peu plus de temps et de moins le traiter comme un side project juste où j'y consacre quelques heures par-ci, par-là. Là, l'idée, c'est vraiment d'en faire un projet qui restera un projet annexe, mais qui sera un projet à part entière de Studio 626. Et qui fait partie d'une des sources de revenus de Studio Ouais, 626, en plus des missions c'est freelance. ça. Ok. Euh, Si tu devrais, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer, donc potentiellement des designers qui auraient un side project, mais pas que, de manière un peu plus large? Euh, il faut le faire. Je pense que, en fait, surtout, c'est qu'il faut pas s'enfermer dans je travaille sur un produit. En fait, il faut vraiment réfléchir à comment tu vas faire en sorte que ce produit-là soit connu. Parce que c'est le plus important au final. En fait, des projets qui sont top, il y en a plein. Sauf que vu qu'ils ont juste été faits, ils sont sortis et ils sont sur une plateforme sombre comme Gumroad et il n'y a aucun lien qui redirige vers ces projets, personne n'était genre. Moi, je pense que vraiment, les kits se vendraient pas du tout si je faisais pas beaucoup de contenu gratuit autour. Donc en D'accord. fait, il faut réfléchir toujours, mais c'est toujours la même chose. Hein, c'est pas que pour les side projects, ça vaut le coup pour tous les projets. Si tu réfléchis pas à comment tu vas communiquer, et à comment tu vas faire en sorte que ton travail soit connu, ton travail l'est pas. Et, et donc toi, tu as utilisé cette technique pour te faire connaître, et maintenant pour faire connaître son agence, mais est-ce qu'il y a, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune UX designer qui voudrait se lancer? Euh, je pense la même chose. Hein. Faire la Franchement, même ouais, je chose, pense. faire des kits, Pas communiquer? forcément des kits, mais au moins la partie parce que franchement, les kits, c'est sympa et c'est sympa, mais ça te ramène un peu d'argent et tout. Mais c'est surtout en termes de communication que ça m'a plus apporté. Enfin, ça m'a rapporté des clients qui m'ont fait, des missions qui m'ont rapporté plus que toutes les ventes de kits, quoi. Oui. Enfin, donc du coup, c'est plus intéressant de penser à ça comme en te disant que tu vas vraiment montrer ton travail, en plus tu vas t'exercer. C'est plutôt comme ça que je le voyais, et franchement, c'est encore comme ça que je le vois, et c'est ce que je ferais. Si je devais recommencer, je le referais. Oui, c'est une vitrine pour ton travail de freelance. Voilà, c'est ça. Ok. Enfin, Euh, les fake projects dans ce qu'on fait, parce que c'est en fait, tu peux redesigner si tu veux Facebook ou redesigner Nike, comme tu le vois plein de fois sur Behance, ou Netflix. Mais ce qui est intéressant, en fait, on s'en fiche que du coup, l'idée de base, enfin, que ce soit pas un vrai projet. Quand tu redesignes Netflix et que tu le mets sur Behance, tout le monde se doute que t'as pas vraiment retravaillé pour Netflix. Mais on s'en fout parce que ce qu'on voit, c'est surtout si le redesign est bien fait et s'il est juste. Et c'est plutôt ça que je voyais. Et franchement, encore maintenant, je trouve que les designers qui sont vraiment bons, souvent ont des projets annexes. ok, donc ok. Ben, c'est intéressant de Parce qu'ils savoir aiment ça, que. quoi. Donc,
Oui, finalement, c'est comme beaucoup de métiers où c'est la passion Mm. qui fait en sorte que tu choisisses ce métier-là. Et du coup, normalement, c'est censé se voir à travers tes créations, ce que tu fais à côté de ton travail. C'est ça. Enfin, Il y a des métiers comme ça où tu peux pas faire 9h-17h en fait. Si tu es intéressé par le sujet, tu es obligé d'avoir des projets qui te sont bah, personnels, tu entre peux, guillemets. hein, tu peux. Il y en a, je pense, qui sont bons, mais disons que c'est plus. Enfin, ça dépendra des clients que tu veux aller chercher, quoi. Ouais. Il y a des clients, je vois, surtout quand tu veux travailler avec des startups, pratiquement tous les designers qui sont en startup, enfin, en tout cas ceux que je connais, c'est des gens qui sont passionnés, quoi. Ouais. Alors, pour développer ton projet, tu t'es basé sur une plateforme qui était Gumroad, qui t'a permis de gérer le paiement, donc de vendre, qui t'a permis de récupérer des emails. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'une fonctionnalité où tu voyais même sur une carte les endroits du monde où tu avais le plus d'interactions, de paiement, de Tu dons, voyais même de etc. façon très précise, hein. En fait, à chaque fois que tu Ouais, as un client ou un téléchargement gratuit, parce qu'il les considère de la même façon, tu sais d'où vient le paiement. d'accord, donc tu arrives à cartographier tout ça. Donc, on va dire c'est l'outil sur lequel tu te basais avant aujourd'hui de développer ton propre site internet où tu vas Je vendre. pense que je vais quand même passer par Gumroad. En fait, je pense que je vais toujours le moyen de paiement passera encore par Gumroad. C'est pratique pour plein de choses, pour les Tu peux remboursements, l'intégrer pour sur ton site. ouais voilà, c'est pratique pour plein de choses. Ok. Donc je pense que ça passera encore là-dessus. C'est quoi tes autres outils que tu utilises, que tu as utilisés ou que tu utilises pour développer ce projet? Euh, techniquement ou juste pour la partie market, enfin la partie distribution. Pour la partie distribution, parce que je sais que Ouais. techniquement, pour reparler des plateformes, enfin des outils, tu utilises Adobe XD, Sketch, Ouais, Figma maintenant plutôt. Mais au départ, c'était plutôt Figma. Sketch. Après, je faisais en sorte que les kits et que les ressources soient disponibles sur les trois, parce que c'est les trois plus Oui. gros. Adobe XD, Figma et Sketch. Et donc, du coup, par contre, au niveau de la distribution, principalement sur Gumroad, mais j'étais aussi sur UE8, qui fait plus ou moins la même chose que Gumroad, sauf qu'ils sont un peu plus sélectifs et qui prennent plus au passage. Ils Ouais. prennent un plus gros pourcentage. Et en plus, ils avaient un système où en fait, tu dois dépasser un certain montant qui est un montant de 100 dollars avant de te faire ton propre virement. Ça, je trouvais ça un peu dommage. Je trouvais que Gumroad, les 10 dollars étaient plus sympa, surtout, même si on s'en fiche, mais en fait, ça fait de l'argent qui peut dormir potentiellement pour rien. Parce Et que Gumroad, c'est le business model, c'est quoi? C'est tu payes un abonnement, ils prennent un pourcentage? ils prennent un petit pourcentage. Je sais plus Ok. c'est combien exactement, ils prennent un petit pourcentage. Mais toi, tu trouves que c'est assez rentable Ouais, par non, rapport aux fonctionnalités qu'ils t'offrent? oui, oui, franchement, T'as ouais. pas prévu de changer? Bah, puis surtout, c'est super intéressant quand tu débutes ou quand t'as pas envie de te prendre la tête en faisant une structure e-shop, quoi. Enfin, C'est vrai si tu que veux pas faire un e-commerce. Moi, l'idée, c'est qu'au départ, je voulais pas de site. Bah, maintenant, on en veut un parce qu'on veut personnaliser ça et le rendre enfin, le brander un peu plus. Mais au départ, on n'en voulait pas forcément, enfin, au départ, j'en voulais pas. Je voulais que tout soit fait le plus simplement possible et Gumroad, c'était la meilleure ouais, solution, quoi. pour exécuter vite, aller rapidement, se pas prendre la tête, c'est vraiment tester la valeur du produit, de voir ce que le... Ça aurait pu être un Dropbox pour les gratuits. Il y en a beaucoup qui le faisaient avec Dropbox, Ouais, qui mettaient les liens Dropbox sur Dribbble ou sur Behance. Ça aurait pu être ça aussi. Enfin, il y avait pas mal d'autres solutions. Le Gumroad, ce qui était intéressant, c'était que tu récupérais les mails au passage à chaque fois et tu avais des détails un peu sur les personnes à qui tu vendais, quoi. ok. Kevin, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Euh, Où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton actualité et l'actualité de l'agence que tu as montée? Et bah, du coup, sur studio626.com, donc tu mettras le lien en description. Exactement. Et voilà. Surtout, après, nous, on est présent sur LinkedIn et sur Instagram. D'accord. Et Instagram, c'est un réseau que vous utilisez beaucoup dans le cadre de votre activité? Là, on commence, donc il est tout récent.
Il est tout récent. Ok. Il est un peu petit, mais il est tout récent. D'accord, mais tu penses qu'il y a une opportunité pour des agences à se développer sur Instagram? Ouais, je pense que en fait c'est juste que l'algorithme de Instagram a beaucoup changé et moi je Ouais. vois Instagram j'utilisais surtout à l'époque de Bishop et je voyais que c'était assez facile de commencer sur Instagram. Maintenant c'est un peu plus compliqué mais c'est toujours pareil. C'est juste les algorithmes. C'est comme pour LinkedIn tous ces sujets-là. Et- Ça se complexifie un peu mais oui Instagram c'est toujours bon. ouais, donc faut toujours continuer à suivre ces évolutions. Ouais c'est ça. Kevin, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton échange, les différentes ressources que tu nous as partagées et ton expérience. Je mets les liens dans les commentaires ou dans la description pour qu'on puisse continuer à suivre ton actualité et l'actualité de ton agence. Et nous, on se dit à bientôt. Bah, merci à toi Amine. À bientôt. Merci. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur 10000heures.fr dans l'onglet Podcast. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter Makerside pour recevoir le prochain épisode et découvrir les coulisses de l'enregistrement du podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.